Pourquoi j'écris? Parce que c'est ce que je sais faire. Et parce qu'avec l'âge, de toute façon, les possibilités se raréfient. Quand j'ai écrit ce roman, j'écris tous les matins à partir de 7h30, 8h moins le quart, jusqu'à 9h30. On ne m'a pas donné de conseils en particulier pour écrire. Par contre, mon père m'a dit que j'en étais capable. Mais t'écris parce que t'as un truc à dire? Tout le monde écrit, mais tout le monde n'est pas écrivain. Pourquoi le devient-on? Comment le devient-on? D'où vient l'inspiration? Écrivain, écrivaine. Le point littéraire, Jean-Jacques Foucault. Jean-Jacques Foucault. On connaît les écrivains à travers leurs œuvres, mais connaît-on leur univers? Les romanciers nous entraînent dans leur fiction, mais quelle est leur vie au quotidien? Ces acteurs contemporains nous livrent un témoignage de notre temps. Mais quels sont leurs sentiments? Pour sa 3e saison, le point littéraire innove. C'est désormais jeudi à 21h sur Royal FM. Le point littéraire, c'est une émission de littérature. Toute la littérature, ici, tous les genres, sous-genres et types d'écriture se rencontrent. Vous aurez droit à plus de découvertes de livres et d'auteurs. Ici, tous les genres littéraires et textes scientifiques se côtoient. Le point littéraire. Jeudi à 21h sur Royal FM. Prenez le rendez-vous. Nouvelle saison inédite. Avec Jean-Jacques Foucault. Jean-Jacques Foucault. On ne m'a pas donné de conseils en particulier pour écrire. Par contre, mon père m'a dit que j'en étais capable. Mais t'écris parce que t'as un truc à dire? Tout le monde écrit, mais tout le monde n'est pas écrivain. Pourquoi le devient-on? Comment le devient-on? D'où vient l'inspiration? Écrivain, écrivaine. Nouvelle saison inédite. Jeudi à 21h sur Royal FM. Le point littéraire, la première de couverture. La première de couverture. Le premier auteur est un enseignant de formation. Il est ex-inspecteur national de pédagogie et auteur de manuels scolaires dans les filières du tertiaire. Monsieur Jean-Clovis Wabo a actuellement pris sa retraite et s'intéresse désormais à l'anthropologie. Après avoir suivi une formation en théologie dans le but de mieux comprendre l'influence des croyances religieuses dans les sociétés humaines, il s'est engagé à mener des recherches en anthropologie sur les thèmes variés, parmi lesquels celui dont les résultats sont contenus dans le présent ouvrage intitulé « Leadership et valeurs éthiques ». Le point littéraire, l'entretien. Accueillons l'invité Jean-Clovis Wabo. Bonsoir et bienvenue au point littéraire. Merci. C'est un plaisir de vous recevoir pour parler de votre livre « Leadership et valeurs éthiques ». Le plaisir est partagé. C'est vrai que depuis que vous avez pris votre retraite, vous n'êtes pas au repos, pas du tout. Il y a plusieurs productions. Ça veut dire que le retraité que vous êtes a encore des choses à donner à la société. Effectivement, je pense que c'est dans cette phase de la vie que l'homme devrait montrer, diffuser, faire profiter de ce qu'il a accumulé pendant sa vie active, si je puis m'exprimer ainsi. Il faut partager donc son expérience avec les plus jeunes, avec ceux qui souhaiteraient avoir peut-être le parcours que vous avez eu. Effectivement. Il faut dire que vous avez plusieurs ouvrages quand même que vous avez publiés. Oui. Suffisamment, et elles sont nombreuses. D'ailleurs, vous avez commencé à partir de 1988. C'est la date. Effectivement. Et aujourd'hui, en 2021, on continue de publier. Je continue de publier en français et en anglais. En français et en anglais. Effectivement. Alors, parlez-nous un peu des sciences du tertiaire. Vous avez été un rédacteur de plusieurs ouvrages qui sont aujourd'hui utilisés dans le cursus scolaire. Oui, les sciences du tertiaire sont le domaine dans lequel je me suis formé. Oui. Et c'est ainsi que j'ai écrit des livres en commerce, cours pratiques de commerce, actuellement utilisés dans les lycées et collèges de notre pays. Cet ouvrage est sur la liste officielle des manuels. Est-ce qu'on peut dire que c'est une filière porteuse? Parce qu'ils sont très nombreux qui ont réussi leur baccalauréat et se posent des questions pour la suite. Vers quelle orientation je devrais me diriger?
Je pense que toutes les filières sont porteuses. C'est plutôt les acteurs dans ces filières qui en bénéficieraient de par leur dynamisme, de par leur sens d'innovation et de créativité. Parlons directement de votre dernier livre, celui que nous tenons entre les mains, Leadership et valeurs éthiques. Pourquoi avoir décidé d'écrire cet ouvrage? J'ai décidé d'écrire cet ouvrage parce que nous sommes... le monde entier est constitué de leaders. Le monde économique qui consiste à produire des biens et services pour satisfaire les besoins de la population regorge de leaders, de débouchés en termes de projets. Il est donc souvent inadmissible que, compte tenu du fait que les besoins de l'être humain continuent à être immenses, que des gens se disent ne pas pouvoir trouver leur compte dans ce monde. Oui. Donc il faut donner des instruments en réalité à ces leaders-là pour mieux mener à bien leur mission. Oui, je puis dire que chaque être humain est un leader. Chaque être humain a la semence de leadership cachée en lui. Il suffit tout simplement de fournir un effort pour arroser cette semence et puis la faire germer et faire en sorte que les fruits puissent être distribués au monde entier. Il faut dire que les origines du leadership pour vous vont se rechercher ou se chercher dans la Bible, bien loin avant Jésus-Christ. Oui. Certains vont se demander pourquoi parler de la Bible alors qu'on parle du leadership. Je voudrais vous dire tout simplement que la Bible a été utilisée comme un document de ma bibliographie que j'ai consulté, comme j'ai consulté tous les autres documents physiques et numériques. Et nous pouvons dire donc que, après avoir parcouru ces documents, et ayant défini le leadership comme le concept suivant lequel un individu conçoit un projet, définit des objectifs à atteindre, convainc d'autres personnes à se joindre à lui pour réaliser ce projet. Donc il s'agit d'un meneur d'hommes qui a une vision qu'il veut concrétiser et qui a besoin effectivement d'un certain nombre de membres. Effectivement. Donc, j'ai essayé de parcourir dans l'histoire, à partir de la documentation que j'avais à ma disposition, pour essayer de situer l'origine du leadership. Et je me suis rendu compte que ce concept avait été utilisé au moment où Dieu créa l'homme. Il dit, créons l'homme, après avoir créé les autres choses, telles que la végétation, la végétation, les animaux, les différents éléments de l'environnement. Quand c'était autour de l'homme, il a dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Cela signifie que Dieu s'est mis à la tête d'un groupe de personnes qui n'est pas dans ce verset précisé, mais nous savons tout simplement qu'il y avait donc plusieurs personnes et que Dieu s'est mis à la tête de ce groupe de personnes pour créer l'homme. Oui. Alors, vous parlez de plusieurs types de leaders. Parce que si on est passé sur les généralités, on peut comprendre que c'est celui qui a une vision et qui entraîne un groupe de personnes vers un projet. Oui. Alors, on a plusieurs types de leaders. Et vous nous faites d'ailleurs savoir dans votre livre que, selon les situations, on pourrait adapter un certain type de leadership. Oui, effectivement, le type de leadership décrit le comportement qu'un leader peut adopter face à une situation donnée de la gestion de son projet. Donc, il peut avoir des situations où on a besoin d'être rigoureux, des situations où on a besoin d'être bienveillant, des situations où on a besoin
d'assister des situations où on a besoin d'accompagner ses collaborateurs. Oui. Donc, le leader peut être de temps à autre un peu exigeant, peut être intransigeant. Oui. Et d'autres fois, le leader peut être un coach, pousser Oui. les autres à avancer vers le projet, vers la finalité qu'on recherche. Oui, je peux te donner quelques exemples de style de leadership. Tout à fait. Parce qu'en fait, les différents chercheurs dans le domaine ont essayé d'identifier des concepts, c'est-à-dire que des attitudes que le leader devrait adopter face à une situation de gestion de son projet, notamment la gestion des ressources humaines. Nous avons par exemple le style visionnaire. Le mot d'ordre de ce style, c'est de « suivez-moi ». Suivez-moi. Le visionnaire agit, donne l'exemple et ses collaborateurs le suivent. Nous avons le style bienveillant. Et le mot d'ordre de ce style, c'est l'humain avant tout. Il prend à tâche ou bien il veille au mieux-être. Il veille à... Donc, lui, il met l'humain au centre de ses préoccupations. Il veille à ce que son collaborateur soit dans des dispositions morales, psychiques, physiques et même financières pour donner le maximum de lui-même. Nous avons le style participatif qui consiste à solliciter l'opinion, le point de vue des autres à travers des réunions de concertation. Nous avons le style coach, suivant lequel le leader accompagne. Il accompagne, il suit de près l'activité de ses collaborateurs. Mais là, ça prend beaucoup de temps parce qu'il sera absorbé. Nous avons le style chef de file qui a comme mot d'ordre « faites comme moi » et maintenant. Et enfin, nous avons le style autoritaire qui a comme mot d'ordre « faites ce que je vous dis ». Et là, on ne fait pas de débat. Non, il n'y a pas de débat. Celui-là, il impose, il dit voilà comment... Et selon les types de leadership, vous faites savoir que parfois ça peut être bon, parfois ça peut être mauvais. Oui, effectivement. Le dernier type que vous venez de présenter ne peut pas forcément avoir de bons résultats. Non, le style autoritaire, c'est un style qui ne peut pas être utilisé pour longtemps. Il est utilisé en cas de crise. Supposons qu'il y ait incendie ou qu'il y ait un désastre, le chef n'aura pas le temps de demander les avis des uns et des autres. Oui, pour prendre une décision. Donc, il va prendre la décision pour gérer la situation catastrophique qui est en train de s'abattre sur son projet. Le livre nous indique également que le leadership doit tenir compte des valeurs éthiques. Le résultat à tout prix, mais en respectant un certain nombre de normes. Oui, de valeurs. Oui. Donc, parlons plutôt de valeurs morales ou bien de valeurs éthiques. Le principe du leadership, c'est de pouvoir réaliser les objectifs, atteindre les objectifs prévus. Mais, quelle est la valeur éthique de cet objectif à atteindre? Boko Haram a à sa tête un leader. Ils ont des objectifs à atteindre. Mais est-ce que ces objectifs sont moralement acceptables par la population? Par contre, nous avons des leaders qui ont pour objectif de chercher à améliorer le mieux-être des personnes ou bien de la population cible ou tout simplement du monde entier. D'accord. Dans le livre, on peut voir quelques exemples de leaders, qui avaient des valeurs, qui n'avaient pas de réelles valeurs, qui sont agités directement dans la poubelle de l'histoire. Vous citez par exemple Hitler. Oui, Hitler, j'ai pris l'exemple d'Hitler et de Mandela. Hitler, par exemple, était un leader charismatique. Il était d'ailleurs appelé le guide. Il a mené un combat qui était bénéfique pour les siens, ou de manière générale pour l'Afrique du Sud. Non, je parle d'Hitler. Ah oui, là, on est encore à Hitler. Je pensais qu'on était... Non, nous parlons d'Hitler.
Alors, l'objectif d'Hitler, c'était d'exterminer le peuple juif. Oui. Et comme il avait peur que le monde entier ne lui demande des comptes, il a donc mené une guerre pour être le leader du monde. Oui. Comme ça, personne n'aurait à demander les comptes de l'extermination des Juifs. Effectivement. Voilà un leader qui a des objectifs. Voilà un leader qui a fait des réalisations. Mais est-ce que ces réalisations sont pour améliorer le mieux-être? Certainement pour améliorer, pas. Voilà. Certainement pas. Oui. Alors, il y a... Et j'ai pris l'exemple de Mandela. Oui. Qui lui a mené un combat... Un combat pour améliorer... noble. Oui, un combat noble. C'est pour cela que, de notre point de vue, un leadership devrait être basé sur des résultats encadrés par des valeurs nobles, des valeurs morales, permettant d'améliorer le mieux-être de la population cible. Alors, le leadership devrait s'asseoir sur la légitimité. Vous en faites d'ailleurs cas suffisamment dans le livre. Oui. La légitimité, pourquoi? La légitimité, parce que il faut que le leader ait une onction, d'abord de ses coéquipiers, ensuite de la population. Donc, il faut en quelque sorte qu'il soit adopté. Qu'il soit adopté et accepté. Oui. S'il n'est pas accepté, c'est difficile de mener les membres du groupe. Oui, effectivement. Dans la pratique du leadership au quotidien, il faut apprendre d'abord au préalable. Oui. Il faut apprendre en se cultivant, en se formant. Oui. On ne devient pas leader de façon spontanée. Effectivement. C'est un processus qu'il faut parachever. Oui. Je peux dire que le leadership, dans le leadership, pour faire quelque chose, il faut la connaître. Oui. Et pour la montrer aux autres, il faut la pratiquer. Oui. Et nous avons 3 aspects dont il faudrait tenir compte quand on veut aborder un leadership efficace. Oui. Le savoir, le savoir-faire et le savoir-être. Le savoir, pourquoi? Parce que le leader doit avoir d'amples connaissances dans son domaine pour pouvoir émerger. 2, le leader doit avoir des connaissances variées sur plusieurs domaines. Connaître un tout petit peu dans plusieurs domaines à la fois. Dans plusieurs domaines. Oui. Et enfin, le leader doit avoir des capacités ou bien il doit avoir des attributs moraux, pardon. Oui. Oui, il doit avoir de bons attributs moraux, tels que l'honnêteté, tels que la bienveillance, tels que la politesse, tels que l'équité. Oui. Ouais. Alors aujourd'hui, le livre s'adresse à qui précisément? Vous avez écrit un livre, c'est pour des jeunes étudiants, c'est pour des formateurs, c'est pour quel type de public? En fait, le livre est pour tout le public. Oui. Parce que je viens de dire tout à l'heure qu'en chaque être sommeille une graine de leadership. Même le chef de famille est un leader. Oui. Le chef de famille est un leader. Même en classe, le chef de classe est un leader. Est un leader par rapport à ses camarades. Et puis, il est souhaitable d'avoir des notions de leadership et plus tard de management pour mener à bien son projet. Et nous ne vivons que par des projets, parce que toute la production économique est réalisée à partir des projets. Alors, que ces projets soient individuels ou bien qu'ils soient collectifs. Alors, s'il fallait faire un petit résumé. Oui. Le livre nous permet notamment d'avoir des éléments de réponse sur quel aspect précisément, s'il fallait faire un petit résumé de l'ouvrage. Oui. Les aspects, les premiers aspects, c'est comment mettre sur pied son projet. Nous définissons ou bien tout un protocole dans le livre pour montrer comment partir d'une idée à un projet.
Nous avons d'abord l'étape d'observation autour de soi pour se rendre compte s'il y a des besoins à satisfaire. Alors, quand vous identifiez des besoins à satisfaire, vous posez la question, qu'est-ce que je peux monter comme projet pour créer des biens nécessaires pour la satisfaction de ces besoins? Oui. Vous faites donc une étude des lieux, vous identifiez quantitativement beaucoup d'aspects que nous avons développés dans les livres. Oui. Oui. Et après cette étape, vous vous mettez donc à écrire ce que vous avez pensé dans votre tête. Oui. Quand vous avez fini d'écrire, vous faites donc une simulation de réalisation. Oui. Quand vous faites la simulation de réalisation, vous devez rechercher des fonds, vous devez rechercher un emplacement, des partenaires parfois, et autres. Et c'est à partir de cela donc que vous devez passer à la phase de réalisation. Oui. Le livre est donc désormais disponible. Où est-ce que l'auditeur, potentiel lecteur qui nous écoute, peut notamment avoir le livre? Ok, le livre est publié sur Amazon et édité par les éditions chapitre.com. Oui. Et ça se vend en ligne. Oui. Nous avons donc fait une édition camerounaise par les éditions du Midi, ici à Yaoundé. Oui. Et c'est accessible par nous, les Camerounais, dans les points de vente ci-après. À Yaoundé, la librairie des peuples noirs, la librairie Clé Equinox, le supermarché d'offres. On peut dire donc dans tous les points de référence de vente du livre, en quelque sorte. Oui. D'accord. Après ce projet, il y a d'autres projets qui sont en gestation en ce moment? Oui, j'ai des projets en gestation. Est-ce que ça vaut la peine d'en parler maintenant? Peut-être on va attendre que les projets se concrétisent, vont en leader. Vous allez mener certainement à bien l'entreprise de la rédaction de ces livres-là. Alors, leadership, valeurs éthiques, c'est un livre qui sera présenté à Yaoundé bientôt aussi. Oui, j'attends parce que j'ai bien de titres qui sont publiés et ventilés ou bien distribués sur Amazon. Alors, les Camerounais n'ont pas la facilité d'y accéder. Oui. Je voudrais donc réimprimer ces livres au Cameroun. Et c'est à cette occasion que je ferai une dédicace collective. Je peux vous donner quelques titres qui sont en chantier. J'ai par exemple écrit l'encyclopédie des traditions bamileke de 600 pages en français et en anglais. C'est publié et distribué sur Amazon. Mais j'ai contacté les éditions du Midi, ici au Cameroun, et pour imprimer, pour éditer à nouveau. Ici au Cameroun? Oui, au Cameroun. Mais cette fois-là, en tome. Donc, au lieu d'avoir 600 pages, on aura 100 pages pour faciliter l'accès. Alors, Jean-Clovis Wabo, on va vous remercier d'être passé à la radio, nous parler de votre ouvrage « Leadership et valeurs éthiques ». C'était un plaisir de vous recevoir. Merci. Je remercie Royal FM. Je remercie Jean-Jacques. Merci. Je te remercie infiniment. Merci pour les éditeurs. Le point littéraire, les classiques littéraires. Les classiques littéraires. Une page d'amour, roman d'Émile Zola, est publié en 1879. C'est le 8e volume de la série Les Rognons Marcables, histoire naturelle et sociale d'une famille sous le Second Empire. Le roman a été adapté au cinéma en 1978 sous le thème, ou alors le même titre. Annie-Lisette Ambassa, bonsoir. Bonsoir Jean-Jacques Foucault et bonsoir à vos nombreux auditeurs. Une page d'amour est le 8e volume de la série